Lorsque j'étais adjoint à l'urbanisme de la ville de Montpellier pendant 7 ans, 8 ans, nous avions fait avec un architecte que vous connaissez, Christian Charignon, qui a beaucoup travaillé à Grenoble, qui a eu des fonctions au Conseil de l'Ordre national des archives, un guide qui s'appelait le guide Aura et qui avait un intérêt, c'est de quantifier par des notes les bons points de programme sur l'aménagement de la parcelle, le traitement de l'eau, l'orientation des bâtiments, la thermie, l'utilisation des matériaux, l'accessibilité des services, etc., 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 la mixité. Et ce guide Aura, nous l'avions intégré dans les cahiers des charges des AC, mais aussi sur les programmes dans le tissu diffus, dans la ville déjà construite. Lorsque nous avons été en charge de l'organisation de la ville, c'est-à-dire dès les élections de 2014, nous avons commencé à travailler sur un aménagement de la métropole qui tenait compte d'un certain nombre de notions que nous avions déjà imprimées dans nos premières réflexions sur la ville, notamment sur la préservation de l'espace, et en particulier des espaces agricoles. 2/3 de l'espace de la métropole de Montpellier sont réservés à l'agriculture, à la viticulture, à l'environnement et à la résolution des risques majeurs qui sont importants dans le sud, à la fois les incendies et les inondations. On pourrait dire que dans un SCOT, cela reste au niveau de vœux pieux. Mais vient le PLUI juste après, qui vient donner les règles et les imposer aux communes. Quand je dis imposer, c'est négocier préalablement avec l'ensemble des 31 maires. Nous avons réalisé un SCOT qui a été pour la première fois tamponné par la Chambre d'agriculture de l'Hérault. C'est ce que nous voulions, c'est-à-dire prouver en cela que le pourcentage de terre était définitivement protégé d'une urbanisation qui est galopante, car vous le savez, la croissance démographique est gigantesque dans le sud de la France et en particulier à Montpellier. Elle est aussi à Toulouse, elle est aussi à Marseille, mais à Montpellier, c'est terrible. Il faut donc se reposer un certain nombre de questions fondamentales sur la construction de la ville. Et l'occasion était rêvée pour intégrer un certain nombre de règles, un certain nombre de partis pris qui intègrent l'économie d'énergie, l'économie de l'espace, la lutte contre les risques majeurs, le solaire, la politique de l'eau, la désimperméabilisation des parcelles, la santé, la place de l'environnement, la faiblesse de la canopée pour une ville méditerranéenne, etc., etc., etc. D'où l'idée d'intégrer toutes ces réflexions dans ce document que j'ai présenté pour la première fois au ministère de l'Environnement il y a 2 mois, 3 mois, et qui a été repéré par l'ONU et par M. Gutiérrez, le secrétaire général de l'ONU, qui m'a convié lors du sommet du climat à New York pour présenter ce document à l'ensemble des personnalités qui avaient été invitées. Il s'agit là d'un document simple que vous pourrez découvrir. Je pense qu'il y en a un certain nombre qui vont être... Il y en a... Bon, on vous le fera parvenir tout à l'heure, qui a un but précis, c'est de construire une ville écologique et une ville humaniste, avec tous les items qui sont déclinés et qui sont déclinés avec les ODD. Ce document a été réalisé par nos services, par la ville de Montpellier et par Franck Boutet, qui est urbaniste, ingénieur, paysagiste, qui devait être là ce soir pour le présenter techniquement avec moi, mais qui a un problème de santé qui le tient hors du Palais des Congrès de Paris. Dans ce document, nous rassemblons un certain nombre d'engagements. J'ai parlé de la protection des terres à fort potentiel. Je parle aussi de la politique alimentaire, où, comme la ville de Paris, nous avons signé le pacte de Milan. Nous avons reçu les 91 villes qui nous ont fait l'honneur de visiter Montpellier et qui nous engagent
à la fois sur la protection des terres, sur les circuits de proximité et sur le non-gaspillage alimentaire. Ce pacte de Milan nous a permis de confronter nos expériences avec d'autres villes très différentes sur la planète, mais nous a permis aussi d'entrer dans ce club de réflexion sur l'alimentation globale au niveau de la planète et d'intégrer notre volonté inhérente à la construction même de la métropole de Montpellier, c'est de pouvoir, d'ici une cinquantaine d'années, produire l'alimentation dont les populations ont besoin pour se nourrir. C'est là aussi, il pouvait s'agir d'un vœu pieux, mais lorsqu'on a adossé une politique foncière sur ce sujet-là, les choses se sont engagées de façon, je dirais, plus active. Nous avons à Montpellier déclaré l'état d'urgence climatique. Alors, c'est, je dirais, ça pourrait être considéré comme un petit coup de projecteur sur une actualité brûlante, mais il faut savoir que nous avons fait l'objet de plusieurs inondations, 2014, 2015, plusieurs canicules, la neige 30 cm, et le climat nous met dans des situations assez inconfortables pour lesquelles nous avons à prendre conscience et nous devons modifier nos fonctionnements. Les fonctionnements dans une métropole sont difficiles à modifier parce qu'il y a un poids des habitudes qui est complexe. Lorsque on regarde une voie circulable, il faut désormais la voir avec des voies automobiles, certes, mais aussi voies piétonnes, voies cyclables, utilisation des objets roulants. Quand je dis ça, ça paraît évident pour les urbanistes qui regardent la ville décarbonée, mais pour que le fonctionnement des services des collectivités change très en amont de la conception du projet, il faut du temps. Il faut du temps dans la conscience, il faut du temps dans la réalisation. Et lorsque, tout à l'heure, M. Keïta parlait de la rapidité avec laquelle il faut intervenir pour l'urgence climatique, il faut intervenir vite, mais vouloir tout et tout de suite, c'est du populisme. C'est pas possible. C'est du populisme. Une forme de populisme. Lorsque nous avons déclaré l'état d'urgence climatique, nous nous sommes engagés sur plusieurs sujets. D'abord, mettre en place une commission pour le climat, de suivi, d'évaluation. Mais surtout, nous avons décerné un fonds pour l'urgence climatique de 15 millions d'euros qui sera voté en décembre et qui pointe deux sujets importants que sont la rénovation thermique des bâtiments, qui est un vrai sujet, difficile, plus facile dans les appartements sociaux et les offices sociaux que dans les copropriétés privées, parce qu'il faut des fonds supplémentaires pour que les propriétaires puissent se décider. Et puis également, ce fonds pointe les aménagements solaires qui sont inexistants dans le sud de la France, alors que nous avons 300 jours d'ensoleillement par an. Il y a, si vous voulez, une réadaptation de la ville avec la nature que nous devons progressivement mettre en place. Tout de suite et maintenant, ce n'est pas possible, mais il faut le faire avec tact et mesure. Il faut faire ni plus ni moins, et s'il y a des architectes dans la salle, ils sauront de quoi je parle, ce que Vitruve, dans son traité d'architecture, un siècle avant l'ère chrétienne, indiquait qui était finalement le bon sens de l'expérience dans la construction de la ville. Il disait que quand on prenait une rue, qu'on construisait une rue ici, au lieu de là, eh bien les enfants avaient de l'asthme. J'ai rien inventé, nous n'avons rien inventé, c'est Vitruve, un siècle avant l'ère chrétienne. Ce bon sens de réappropriation de la nature, il faut qu'on le retrouve. Le phénomène de l'urgence climatique et de la poussée des manifestations des marches pour le climat nous y invite, avec la réserve que l'on doit faire à toutes les manipulations qui entourent les mouvements, ce type de mouvements, qui peuvent avoir d'autres objectifs que ceux du climat eux-mêmes. Ceci dit,
ils engagent les responsables à voir la construction de la ville autrement. Et c'est peut-être le plus important que nous ayons à partager. En tout cas, ce manifeste de Montpellier pour une ville écologique et humaniste, nous l'avons présenté au ministère de l'Environnement, nous l'avons présenté à l'ONU, nous l'avons présenté également à l'UNESCO. Il est intégré dans le plan climat de la métropole de Montpellier qui sera voté en début d'année 2020, tout début, et fait partie désormais du corpus des grandes orientations que nous utilisons pour construire la ville de Montpellier dans les années à venir, c'est-à-dire la construire différemment. J'ai choisi pour finir un exemple important, parce qu'on peut parler que par exemple, sinon on parle dans le désert. Je m'assois là, je vous tourne le dos, vous m'excusez. Voilà, ça c'est une friche, une zone industrielle, à gauche. C'est une zone industrielle qui porte le nom de Restanque, qui avait été traitée lorsque j'étais adjoint à l'urbanisme par l'architecte Emmanuel Debout sous forme d'îlots avec la ville romaine, avec des parcs, avec des squares en cœur d'îlots, et qui utilisait le foncier qui se trouve dans ce lieu-là et la trame viaire qui existait au départ même de ce quartier. Depuis, notre réflexion a évolué. Notre réflexion, par le manifeste, ou venant illustrer le manifeste, comme vous voulez, nous amène à ce quartier à droite, qui est un quartier qui tient compte des îlots de chaleur, qui tient compte du marché d'intérêt national, du mine, dont nous allons récupérer les anciennes voies ferrées pour la desserte du dernier kilomètre, pour la logistique urbaine, tient compte du phénomène de traitement des inondations sur les ruisseaux qui l'entourent, qui sont très largement ouverts, sur le Lantisargue notamment, et qui dédensifie toute cette zone en retirant cet aspect-là et en donnant plus de liberté à ce quartier pour la vie quotidienne des habitants. Ce que nous donne le manifeste, vous voyez que la largeur des voies a été agrandie pour les transports, pour les mobilités actives. C'est plus du tout le même quartier avant et après le manifeste de Montpellier. Autrement dit, si nous voulons appliquer les recettes qui sont quantifiées par les ODD dans ce document, sur ce quartier de renouvellement urbain, il y a 15 ans, nous étions comme cela. Enfin, il y a 10 ans, 12 ans, on était comme ça. Aujourd'hui, on est comme ça. Voilà d'exemples concrets de mise en pratique pour la fabrique de la ville du document que je vous ai indiqué et qui fait désormais partie de l'ADN des services, mais encore une fois, le plus long, c'est de modifier l'ADN des services parce qu'il y a beaucoup d'habitudes. Voilà, c'est réaliste ce que je vous ai dit, pragmatique, et surtout, ça montre par l'exemple que l'on peut arriver à modifier les choses.